Donc des datas aujourd'hui dans le monde physique, les capteurs se multiplient, on en voit, on en ignore énormément. Nous-mêmes, nous générons en le sachant ou sans le savoir. Je pense aux cookies de navigation qu'on refuse, accepte, qui passent au travers les mailles du filet. Je pense aux moteurs de recherche, pluriel ou singulier. Je pense à l'Internet des objets, nos montres qui comptent nos pas, aux voitures autonomes qui vont aller bien au-delà de nous parler, mais plutôt en nous écoutant. Donc aujourd'hui, finalement, nous générons nous-mêmes, avec ma carte Navigo, je génère de la data. Mais vous avez vraiment raison de le rappeler parce que c'est des capteurs, vous n'avez même pas idée. Votre grille-pain est connecté demain. Peut-être aujourd'hui ça vous paraît bizarre, mais votre frigidaire, votre brosse à dents est connectée. L'Internet des objets, Internet of Things, ce sont le fait de mettre des capteurs sur les objets les plus simples de notre quotidien pour les mettre en réseau. Et aujourd'hui, c'est encore des capteurs qui sont peu fréquents, mais en 2020, on atteindra jusqu'à 10 milliards d'objets connectés. Il faut voir du coup qu'entre notre navigation en ligne sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, en fait, notre parcours utilisateur en tant qu'utilisateur d'une technologie dans un monde virtuel sera complètement, et déjà complètement, mis en relation avec votre parcours physique dans le monde réel. Parce que si vous courez demain avec une montre connectée, vous utilisez une application, que ce soit Nike, Adidas, etc., eh bien, toutes ces données-là, ces données de bien-être ou ces données de santé, elles sont reliées directement à un système informatique. Et donc, du coup, on mesure la façon dont vous agissez, la façon dont vous interagissez dans le monde réel, et on le met en relation avec d'autres, peut-être, habitudes que vous avez sur le monde virtuel, en allant sur tel magasin en ligne, etc. Donc, il y a véritablement une interconnexion générale, et c'est ce qu'on appelle la mise en données du monde. Toutes nos interactions, tous nos gestes, les plus anodins soient-ils, la façon dont vous vous brossez les dents, la façon dont vous payez, etc., peut être de plus en plus mesurée. Alors en acceptant les termes et conditions des médias sociaux qui nous sont aujourd'hui essentiels, comment pourrait-on vivre sans Facebook, YouTube et les autres, vous évoquez, et vous n'êtes pas le seul, qu'on peut renvoyer finalement au XVIe siècle avec la Boétie et ce texte sur les servitudes volontaires. C'est-à-dire que finalement là, nous sommes serviables, corvéables à merci et nous l'organisons presque. Exactement. Il faut déjà rappeler que c'est par un choix qu'on a décidé, lorsqu'on s'inscrit à un réseau social, d'adhérer aux conditions générales. On ne les a peut-être pas lues, on les a peut-être mal comprises, parce qu'elles sont très longues, mais personne ne vous a obligé de vous inscrire sur Facebook. Personne ne les lit non plus. Personne ne les lit non plus. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à Facebook aujourd'hui, ou il n'y a pas beaucoup d'alternatives en France. Google, par exemple, sur le moteur de recherche, c'est 80% du marché. Donc, du coup, le problème, c'est ce qu'on appelle en économie des effets de réseau. Plus il y a d'utilisateurs sur Facebook, plus vous avez intérêt vous-même à être sur Facebook. Parce que si demain vous utilisez un réseau social que personne n'utilise, eh ben, vous serez tout seul à vous parler sur un chat, etc. Donc la question, c'est comment on fait aujourd'hui pour reprendre le contrôle sur nos données ou pour créer des alternatives viables, que ce soit politique, économique, dans cet écosystème. Toutes ces datas que nous livrons permettent aux data scientists, on évoquait la formation dans laquelle vous investissez, de créer de faire émerger des patterns avec des corrélations et notamment des corrélations fallacieuses. Alors vous en donnez quelques-unes dans votre ouvrage. Il y en a une que j'ai trouvée tout à fait exceptionnelle qui est aux États-Unis, il existe par exemple une corrélation à hauteur de 99,26, vous êtes d'une précision absolue, entre le taux de divorce dans l'État du Maine et la consommation de margarine par habitant. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et il y a des corrélations qui existent, ce qu'on appelle les spurious correlations. C'est un étudiant d'Harvard qui a montré ces corrélations fallacieuses, qui sont en fait des exemples complètement absurdes pour démontrer que la corrélation n'est pas la causalité. Si demain vous dites, et il y a un autre nombre qui indique que 95% des personnes qui consomment de la mozzarella sont aussi, il y a une corrélation avec 95% des personnes qui ont un diplôme d'ingénieur civil. Donc, ça voudrait dire que demain, vous dites à votre fils ou à votre fille, bon, il faut manger de la mozza parce que là, il faut avoir ton diplôme. Il faut vraiment, on commence beaucoup à manger de mozza. Alors, c'est très bon, hein, moi j'aime beaucoup les pizzas mozzarella, c'est très bon, mais bon, ça ne fait pas de moi un polytechnicien. Ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que le fait que deux événements, A et B, interviennent en même temps, surviennent en même temps, n'implique pas que A est la cause de B ou que B est la cause de A. Et ça, c'est décisif de le savoir.
Parce qu'aujourd'hui, le big data, le principe même, c'est de collecter beaucoup de données, de ne pas savoir encore ce qu'on va en faire, et à la fin, de dire, voici les corrélations que nous avons trouvées. Vous pouvez trouver des corrélations dans le domaine financier, dans le domaine médical. Vous pouvez dire, il y a 2 symptômes qui sont apparus en même temps. Ça peut vous donner une piste, ça peut vous donner des mesures véritablement très utiles pour la prévention ou la prédiction de maladies. Mais scientifiquement, la causalité n'est pas du tout assurée. Et vous parliez de la Boétie tout à l'heure. Et il y a un philosophe qui est plus que jamais d'actualité, c'est Spinoza. Spinoza a expliqué que la corrélation n'est pas la cause. Et ce sont exactement ces risques-là que renferme le big data si aujourd'hui les data scientists n'ont pas pris la mesure de ces enjeux-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut aussi que les sciences humaines et les sciences dures soient mises en commun dans des formations, dans des grands ensembles. Il faut que en fait, les ingénieurs demain, les data scientists qui vont traiter des données, aient une culture éthique et une culture philosophique et une culture sociologique. Parce que, vous voyez, il faut comprendre, pas seulement dire quelles sont les corrélations qui existent, mais il faut interpréter les phénomènes. Il faut reconstruire le contexte politique, le contexte historique des données qui sont mesurées. Alors ces datas, ensuite, elles sont traitées, une fois collectées, on les traite, et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Vous en donnez 2 catégories d'usage que vous qualifiez de lumineux ou obscurs. Disons que si on fait une métaphore filée sur les jeux de lumière et celle qui nous éclaire tous les deux actuellement, il y a un kaléidoscope des possibles. Généralement, le numérique, c'est binaire. 0, 1, le circuit est ouvert, vous avez de la lumière, le circuit est fermé. On a souvent des raisonnements très dichotomiques. On veut vous dire, le numérique va tout solutionner. Ou au contraire, certains vont scander au malheur, ça va être les prophètes de la fin de la société avec le numérique, tout le monde est connecté à son ordinateur, on est tout le temps traqué, etc. Et ce qu'on a essayé d'introduire dans l'Empire des données, dans ce livre, c'est une vision qui soit réaliste mais très constructive, c'est-à-dire essayer d'éviter ces 2 caricatures qui sont le technoscepticisme et le techno-optimisme. Et la littérature actuelle souvent sombre un peu trop facilement dans ces 2 positions que je trouve asymétriquement caricaturales. Alors, en santé, par exemple, on peut à la fois avoir peur de donner un certain nombre d'informations, peut-être on y reviendra quant aux assurances, par exemple, mais il est clair que la connaissance, c'est aussi possiblement avoir des solutions de guérison. Et donc là, en fait, il y a beaucoup de gens dans le corps médical qui se disent que ces data et ces traitements, c'est une aubaine. Exactement, il y a des exemples vraiment magnifiques aujourd'hui de l'utilisation des données de santé. Un exemple européen, un projet de grande ampleur qui utilise la métagénomique. La métagénomique, c'est l'analyse des bactéries du tube digestif. C'est 10 puissance 14, c'est 10 fois plus d'informations que les cellules humaines. Donc c'est hyper intéressant. Si on arrive à reconstruire tous ces génomes des bactéries, vous pouvez avoir des préventions et des prédictions de symptômes dans des maladies cardiovasculaires, dans l'obésité. Il y a beaucoup de bénéfices à en tirer. Mais ça pose après des questions économiques sous-jacentes qui sont très compliquées parce que demain, pour filer l'exemple de la santé que vous me proposez d'aborder, vous pourriez par exemple, véritablement faciliter l'accès à la science et à la découverte de nouveaux remèdes, de nouvelles cures. Mais ça nécessiterait de mettre les données ensemble. Et le problème, c'est que si moi, demain, je suis un centre de recherche en France et j'ai déployé des millions d'euros pour collecter des données et analyser, je n'ai peut-être pas intérêt à les mettre en commun avec des analyses qui sont faites en Afrique, en Asie ou aux États-Unis. Et d'un autre côté, il faudrait le faire pour pouvoir résoudre certains problèmes de demain. Donc il y aura toujours des intérêts économiques, des intérêts de financement de recherche, des intérêts de souveraineté régionale, géopolitique qui vont se poser.